Nous allons poursuivre donc ce webinaire consacré aux espoirs de la recherche, donc avec vous, docteur Nicolas Sergent. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, au laboratoire Alzheimer et Tauopathie de Lille. Vous êtes lauréat de l'appel à projet 2013 de France Alzheimer et donc vous avez été vice-président du conseil scientifique de France Alzheimer. Là encore, pouvez-vous nous dire quelques mots de votre parcours ? Oui, bonjour tout d'abord. Mon parcours est relativement classique. J'ai fait mes études de biologie à Lille et à la suite de quoi je me suis orienté en biologie de vieillissement. Donc j'ai fait un master en biologie de vieillissement et merci à l'association France Alzheimer qui a financé ma thèse. J'ai fait ma thèse en biologie de vieillissement où je me suis intéressé donc à la maladie d'Alzheimer, mais aux autres maladies neurodégénératives dans un contexte de lien avec la clinique et la nécessité de diagnostic pour les patients. Et donc de mieux identifier peut-être les différents types de démence qu'on peut rencontrer. Et à la suite de quoi, je suis parti faire un postdoc en Angleterre et dans le même souhait que mes chers confrères, j'ai souhaité revenir en France parce que j'ai trouvé que la dynamique de recherche française était propice à mener à bien nos travaux de recherche. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille sur les maladies neurodégénératives avec la nécessité pour moi de mieux comprendre les aspects de ce qui explique comment ces maladies se développent. Et je reviendrai sur une remarque, c'est-à-dire que la cause qui est extrêmement complexe, c'est avant tout le vieillissement. Et en quoi le vieillissement peut être soit normal, ou à l'inverse pondéré par l'existence, par des facteurs génétiques et conduire à des pathologies de la personne âgée, comme les maladies neurodégénératives, et avec des aspects qui ont aussi des valeurs ajoutées pour la société et pour le patient, avec le développement de petites molécules thérapeutiques ou le développement de biomarqueurs à des fins de diagnostic. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet qui a été soutenu par France Alzheimer? Vous étiez, je pense, l'un des premiers boursiers de l'association. J'ai été un des premiers boursiers, puisque ma bourse de thèse a été octroyée en 1994. Donc c'était aussi les débuts de l'association, avec la maman de la gériatrie moderne, qui était Françoise Forette, le professeur Françoise Forette. Et donc c'était une période très riche en réflexion et en développement dans les maladies neurodégénératives, puisque faut savoir que les premières découvertes, c'est le milieu des années 80, donc on ne connaissait pas grand-chose à l'époque. Et il y a toujours eu une volonté, c'est d'essayer d'aller du patient au médecin, aux préoccupations du médecin, et à la recherche, et la recherche en retour au médecin pour une aide aux patients de mieux définir et de mieux poser le diagnostic de maladies neurodégénératives. Et on peut le voir que c'est encore une préoccupation d'actualité, puisque ça conduit à la création de belles sociétés françaises à ce niveau-là. Et ce projet s'intéressait à une problématique très singulière, c'est à l'heure actuelle le diagnostic repose sur l'examen du cerveau après la mort du patient. C'est seulement cet examen qui permet de poser un diagnostic définitif. Et il existe des formes de démence pour lesquelles on n'a aucun indicateur dans le cerveau. Il n'y a pas de lésions comme on peut rencontrer dans la maladie d'Alzheimer, pas de dépôt amyloïde, pas de neurones qui dégénèrent, pas d'inclusion dans le cerveau, rien qui nous permette d'aider au diagnostic. Et donc, ce qu'on appelle ces démences sont des démences frontotemporales sans signe distinctif histopathologique, c'est-à-dire sans que les médecins neuropathologistes puissent aider à la pose du diagnostic. Et donc, à ce niveau-là, la France Alzheimer nous a permis
grâce à son financement, d'aller rechercher plus loin dans le périmètre de ces démences frontotemporales et de mieux identifier en fait la cause génétique qui était associée avec cette forme de démence frontotemporale pour lesquelles on n'avait pas du tout d'indicateurs biologiques, et on a pu démontrer que la protéine qui me tient tant à cœur, la protéine Tau, donc celle qui constitue les neurones qui dégénèrent dans l'Alzheimer, était absente du cerveau des patients qui développent ce type de démence, et qui a ouvert à des perspectives, puisque à l'heure actuelle, il y a de potentielles collaborations avec d'autres centres médicaux internationaux qui maintenant s'intéressent également à l'identification diagnostique. Et donc le bénéfice à ce niveau-là, mais c'est un bénéfice que j'avais déjà développé depuis 1994, c'est-à-dire essayer à l'échelle de la recherche d'aller regarder des aspects un peu plus moléculaires, pour faire un retour à la fois aux neuropathologiste et aux cliniciens pour aider au diagnostic du patient qui présente, on a pu le voir, un intérêt tout à fait particulier, et surtout à l'heure actuelle, c'est-à-dire de pouvoir dire pour tel ou tel type de patient, quel type de traitement on va pouvoir... Quel type d'accompagnement on va pouvoir mettre en place, quel type de traitement on va pouvoir proposer, voire même quel type de médicament ne va-t-on pas donner. Et donc le diagnostic est vraiment essentiel dans l'accompagnement du patient dément, puisque même si 90% sont des patients Alzheimer, pour les 10% restants, le diagnostic, et surtout en début de maladie, ou voire même avant que la maladie se déclare, on n'a pas d'indicateur qui puisse faire la différence entre ces différentes formes de démence. Très bien. Et donc, vous en êtes où aujourd'hui, et quelles sont un petit peu les perspectives dans les prochaines années de ces recherches? Alors, les perspectives, elles sont d'actualité, puisqu'on développe à l'heure actuelle dans le laboratoire en fait un dispositif, comme celui de l'entreprise de M. Brodeau, qui n'utilise pas les mêmes technologies, mais pour faire un dosage de la protéine au niveau d'une simple prise de sang, et regarder si on a un indicateur qui pourrait nous apporter des informations diagnostiques plus précises pour faire la distinction entre certains types de démence frontotemporale et la maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence. Et là, avec est-ce qu'on peut parler en termes d'années Docteur Brodeau nous indiquait... en termes d'années, on a cette richesse en France d'avoir l'expérience de jeunes qui se lancent dans la création d'entreprises, ou de personnes un peu plus vieilles dans le métier tel que moi, où on a une meilleure vision de comment amener peut-être un produit sur le marché. Et donc il est important pour discuter avec les sociétés existantes d'un potentiel développement qui coûte cher à la fois pour les laboratoires de recherche, mais qui a un coût en termes de développement pour les sociétés, qui ne sont pas nécessairement une priorité dans leur budget. Et donc il faut pouvoir être... au bon moment, au bon temps, dans la chaîne de développement d'un produit, pour pouvoir proposer soit la création, soit une société existante, d'inclure le développement d'un produit avec un certain nombre de preuves qui puissent effectivement étayer le développement et la commercialisation d'un produit. Donc à l'heure actuelle, on est sur je dirais, les dernières étapes d'incubation à l'échelle académique pour pouvoir proposer peut-être à l'industriel un accompagnement pour le développement du produit. Très bien. Écoutez, une bonne nouvelle, là encore. Et même question qu'à Maud Gratius et Jérôme Brodeau, l'importance du financement de France Alzheimer pour vous. Il est multiple. Sans France Alzheimer, d'une part, je ne serais pas là. Donc c'est déjà un premier remerciement. Et France Alzheimer a toujours eu cette veine de vouloir s'impliquer dans la recherche à tous les niveaux, qu'elle soit plus fondamentale, avec des transferts qui peuvent se faire à plus ou moins long terme pour le patient. Et cette volonté d'être aussi présente sur le domaine public et d'aider à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel au paysage, et il faut lui reconnaître une originalité, c'est que l'association France Alzheimer, à la différence d'autres associations, a son propre conseil scientifique, a ses propres appels d'offres, et ces appels d'offres sont à la fois en recherche clinique et
et en recherche fondamentale, voire même en recherche pour le développement d'applications soit diagnostiques, soit thérapeutiques. Merci, merci beaucoup. Alors j'ai plusieurs questions pour vous. Les lésions amyloïdes et les lésions protéines tau peuvent-elles se manifester l'une sans l'autre et provoquer isolément la maladie d'Alzheimer? Alors, dans cette question, il y en a plusieurs. Oui, les lésions de protéines tau peuvent apparaître seules. Oui. Les lésions amyloïdes peuvent apparaître seules. Ce n'est pas l'ordre d'apparition qui définit la pathologie qui va émerger, puisque ça a été justement l'objet de ma thèse dans les années 94, c'est que toutes les personnes âgées ont une pathologie tau. Mais cette pathologie tau, elle apparaît dès l'âge de 40 ans, dans une petite région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Pour autant, une personne qui va vieillir normalement ne va pas avoir de répercussions sur sa mémoire. C'est un processus lié au vieillissement. Comme on a un vieillissement de la peau, comme on a un vieillissement d'autres organes, le cerveau a son propre vieillissement et les lésions Alzheimer sont aussi des lésions du vieillissement. Mais à l'heure actuelle, il est encore très difficile de savoir quelle est la frontière entre ces lésions qu'on associe avec le vieillissement et quand est-ce que ces lésions deviennent pathologiques. Et en fait, les études à l'heure actuelle nous indiquent qu'il faut une évolution dans l'espace de ces lésions qui vont avoir pour conséquence l'atteinte des fonctions de la mémoire. C'est-à-dire dans l'espace? Dans l'espace, ça veut dire dans des régions bien particulières du cerveau. Et c'est à partir de ce moment-là où ces lésions à la fois tau et amyloïdes, lorsqu'elles sont présentes dans des régions clés du cerveau, vont avoir une incidence et une répercussion sur la mémoire et définir un diagnostic de maladie d'Alzheimer. C'est une démonstration qui avait été faite il y a longtemps par les neuropathologistes, dont un neuropathologiste, le professeur Charles Duquesne, qui nous a malheureusement quittés très récemment, mais qui était de renom dans les neuropathologistes. Ce sont Brack et Brack en Allemagne, qui ont montré le chemin pris par ces lésions et quand est-ce que ces lésions étaient associées avec l'atteinte de la mémoire. Et ça a été fait plus récemment avec ce qu'on appelle les traceurs. Maintenant, on a des traceurs pour visualiser les lésions. Et coïncider ce qu'on voit, ce qu'on avait vu, ce que les neuropathologistes ont décrit, et ce qu'on voit avec ces traceurs, et dire qu'il y a des régions clés dans le cerveau. Lorsque les deux lésions sont présentes, on a l'émergence d'une démence, et d'une démence de type Alzheimer. Mais avant ça, il peut y avoir de l'amyloïde, il peut y avoir du tau, mais on n'a pas d'indication à ce niveau-là de savoir. Et là, peut-être que la société de Jérôme Brodeau va présenter tout son intérêt. On ne sait pas, pour l'instant, associer la présence de l'une ou l'autre avec potentiellement un développement de maladie d'Alzheimer. Très bien. Alors, on a aussi beaucoup de questions sur les médicaments. Et donc là, pour Nicolas Sergent, est-ce que les antidouleurs et les antidépresseurs favorisent la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Ce sont des questions de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire que malheureusement, la démence est une pathologie insidieuse. Et il n'y a pas un patient Alzheimer qui va présenter un tableau clinique qui va être le même chez son voisin, chez un autre patient. Et donc certains vont effectivement très précocement avoir des troubles d'anxiété, peut-être un diagnostic de dépression, peut-être un tableau clinique qui va se rapprocher davantage de la psychiatrie, des atteintes neuropsychologiques. Et ça rend compte en fait de toute la difficulté de ces pathologies. Pourquoi ? Parce que c'est des maladies de l'individu, de la personne. Et tout le vieillissement et toute l'évolution de la personne va avoir une incidence sur l'expression de la maladie. Et donc, je voudrais revenir sur cette importance-là, pour nous scientifiques, pour nos confrères médecins, pour nos confrères cliniciens, qu'ils soient dans le moléculaire avec les biomarqueurs, qu'ils soient dans l'imagerie. En fait, le diagnostic maintenant a besoin de cette richesse et de faire que l'on travaille tous ensemble pour aider justement à cette médecine plus individuelle, plus spécialisée, qui va permettre de dire si tel ou tel type de patient, tel ou tel traitement sera mieux adapté ou permettra de mieux vivre la maladie. Tout en sachant qu'il faut quand même avoir à l'espoir qu'on commence
il y a un traitement qui va être l'immunothérapie qui va arriver sur le marché et qui va permettre de prendre en charge un certain nombre de patients qui pourront bénéficier de ce traitement. Donc là, on est véritablement dans une période où ça bouge, hein, parce que je posais aussi la question à Maud Gratus, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent, qui sont malades ou à leurs proches aidants et qui se disent mais pourquoi on n'a pas de traitement ? Il faut se rapprocher des associations qui peuvent mettre en contact parfois des familles qui sont proches les unes des autres, de discuter, d'échanger. C'est la richesse de l'échange social. C'est faire confiance au corps médical parce que les médecins à l'heure actuelle sont des gens qui sont formés et très bien formés au paysage de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Et ce sont des gens qui travaillent au quotidien et qui ont l'expérience de toute la diversité de l'expression de cette maladie chez les patients. Donc quand ils font un choix thérapeutique, c'est quelque chose qui réfléchit en équipe et qui s'appuie à la fois sur une étude diagnostique de biomarqueurs, d'imagerie quand c'est possible, d'examens neuropsychologiques et d'examens neurologiques. Donc c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de sérieux, d'assiduité et toujours dans l'intérêt de la prise en charge du patient avec, on a l'espoir dans très peu de temps, cette dynamique qui est relancée sur de nouvelles approches thérapeutiques. Et là aussi, la question que je posais à vos collègues, donc l'importance de travailler avec d'autres laboratoires ou à l'international. Je pense que dans votre projet, vous allez travailler avec un laboratoire néerlandais. Alors on a dans le but de développer effectivement un projet avec un laboratoire néerlandais, mais la richesse de la science justement, c'était soulevé par nos collaborateurs, quand on fait une expérience de formation à l'étranger, ça nous permet d'enrichir notre réseau, mais je pense qu'avant tout, c'est surtout la façon d'aborder la problématique scientifique, qu'elle soit médicale, diagnostique ou de recherche. On s'enrichit de personnes et de discussions qui nous ouvrent à avoir tous le même objectif, c'est de faire avancer la connaissance sur la maladie d'Alzheimer, avec ses répercussions qui, bien entendu, pour tout le monde, c'est de trouver une explication et potentiellement des solutions. Merci beaucoup, docteur Nicolas Sergent. Écoutez, je propose qu'on se retrouve dans quelques secondes pour notre table ronde.